La fièvre jaune, donc avec ces précisions du ministère de la Santé qui, à travers un communiqué, annonce une vaste campagne de vaccination qui doit démarrer le 15 février prochain. Près de 800 000 personnes sont ciblées. La vaccination va se dérouler à Kédougou et Tambacounda, les zones les plus exposées selon le ministère de la Santé, mais qui révèle qu'après des investigations et des analyses, au moins 8 cas de fièvre jaune ont été confirmés, dont 2 décès. Les cas de fièvre jaune sont recensés à Touba, un cas à Touba, 4 à Kidira, un cas à Kédougou, un cas à Saraya et un cas à Chilogne. Mais l'évaluation des risques de propagation de la maladie montre que Kédougou et Tambacounda sont actuellement les zones les plus exposées. Donc la campagne de vaccination va se dérouler dans ces zones ciblées. Autre mobilisation contre le coronavirus, la situation de la pandémie préoccupe. La situation interpelle le maire le sous-préfet de Dagoudan qui invite les populations au respect des gestes barrières. Rien qu'à Mbao, près de 140 cas ont été recensés entre novembre et février 2021, des cas communautaires, mais 25 cas communautaires enregistrés en moins de 72 heures. C'est inquiétant, dit Marcel Mbaïtiao, sous-préfet de Dagoudan, au micro de Elhaj Moussatia. Voilà, la situation au niveau de la commune de Mbao, je ne ferai rien d'autre que reprendre les propos et les statistiques qui ont été données par madame le médecin-chef du district de Mbao. Nous en sommes à plus de 140 cas de novembre à maintenant dans cette commune. Maintenant, ne serait-ce que le week-end dernier, on parle de 26 cas communautaires et concentrés entre la ZAC Mbao, Grand Mbao et Petit Mbao. Bon, parce que l'approche qui a été faite tout de suite par le service national d'hygiène, c'est de voir les zones où il y a une forte transmission du virus de la Covid. Et ce qui justifie qu'ils soient déplacés pour venir aujourd'hui lancer une journée pour faire un plaidoyer avec de nouvelles techniques qu'on apprend aux gens pour une prise en charge au niveau communautaire mais à domicile. Ils ont expliqué le processus de lavage de mains, le dosage de l'eau de javel. Ils vont entrer dans les détails là tout de suite. On était venus pour lancer. Mais c'est pour quelques jours et nous sommes parvenus, avec la collaboration évidemment du maire de la commune, la sous-brigade d'hygiène, de mobiliser tous les acteurs naturels, les personnes influentes d'une manière globale au niveau local. Et c'est pour au moins que les gens sachent que l'heure est extrêmement grave ici dans cette zone. La région de Dakar étant l'épicentre, mais nous, dans l'arrondissement, la situation est plus critique au niveau de la commune de Mbao. Et ce qui explique aujourd'hui, que je l'ai dit tout de suite dans mon propos, que j'ai fait le déplacement avec l'adjoint au sous-préfet, pour que les gens comprennent qu'on a fermé la sous-préfecture pour venir tous les deux, pour que les gens comprennent le signal. Suivi, nous sommes déjà là-dedans. Parce que déjà, j'ai eu à convoquer un comité local de développement sur la problématique de cette deuxième vague que nous vivons. Et au sortir de cette réunion, nous avons jugé nécessaire au bilan qu'il fallait au moins mettre en branle le comité restreint de gestion de la pandémie. Marcel Mbaïtiao, sous-préfet de Dagoudan, qui estime que la situation est grave à Mbao. Il a présidé hier le lancement des opérations de désinfection à domicile du service national d'hygiène dans la commune de Mbao. Situation également préoccupante à Méré, commune située dans le département de Tivaouane. Les cas se sont multipliés, les cas communautaires, plus de 10 cas enregistrés en une semaine. Et les autorités insistent sur le respect des gestes barrières. Babacar Sow. À Méké, une commune du département de Tivaouane, la psychose s'installe chez les populations de la ville du Cuir. De 71 cas la semaine dernière, les cas sont passés à plus de 80. Malgré toutes les dispositions et recommandations des autorités de la ville, les populations s'entêtent toujours à porter correctement le masque et à respecter convenablement la distanciation physique dans les marchés, gares routières, espaces publics. À signaler les visites à domicile et séances de sensibilisation continue dans ces espaces. L'heure est grave selon le service communal de l'hygiène de Ngaïméké qui soutient que l'entêtement des populations risque d'aggraver la situation dans cette ville. Pour le cas des écoles, le service d'hygiène a en croire son chef. L'adjudant Paté Baldé attend l'approche de la réouverture des classes pour les descentes au niveau de ces établissements scolaires. Tivaouane, Babacar Sow depuis Méké pour Sud FM. Direction la banlieue de Dakar pour parler de la lutte contre les inondations. Les autorités ont procédé au lancement officiel de la phase 2 du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique à Keur Massar.
Massar, les victimes des inondations approuvent ce plan d'urgence contre les inondations, mais réclament des solutions durables. Jusqu'à présent, certaines zones sont occupées par les eaux stagnantes. À 5 mois de l'hivernage, ces habitants réclament des canalisations, seule solution pour ne plus vivre le calvaire de l'année dernière. Denisia Sambo. Aliba fait partie des victimes des inondations de l'hivernage dernier à Keur Massar et se réjouit du démarrage des travaux de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Son Excellence nous avait promis que le projet 2 allait être lancé ici, notamment au parc Asseni Keur Massar Rufisque 1, Camille Basse et autres. C'est ce qu'ils ont fait. Donc nous saluons ça, saluons le plan d'urgence et on espère vraiment qu'une fois terminé, on n'aura plus à revivre les situations que les populations avaient vécues les années passées. Aux parcelles Asseni de Keur Massar, plusieurs maisons sont aujourd'hui libérées des eaux, mais des zones demeurent encore inondées. Ibrahim Gueye, président du mouvement Keur Massar Debout. Les maisons ne sont plus occupées par les eaux, mais quand même, il reste des parties où on constate des flaques d'eau parce que l'opération Fendi qui devait être prise en compte dans le plan d'urgence n'a pas été respectée. Voilà actuellement la situation. Parcelles Asseni et Aladji Paté, les quartiers qui ont payé le plus lourd tribut lors de ces inondations. Pour éviter pareille situation, cette année, les habitants exigent des canalisations définitives. Nous avons tout le temps dit que la situation qui peut régler ce problème n'est rien d'autre qu'une solution définitive et durable, c'est-à-dire un projet de canalisation durable. Bon, le projet a été lancé, on nous a dit que l'argent est disponible, tout est disponible, mais le projet est à sa phase d'étude, donc le plan d'urgence vient accompagner le projet. Donc on espère qu'après le plan d'urgence, il y aura le projet de canalisation, pour que l'affaire soit vite bouclée, pour que les gens ne vivent plus la situation de l'année dernière. Pour rappel, le chef de l'État, Macky Sall, avait annoncé une enveloppe financière de 30 milliards de francs CFA dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations. Keur Massar, Denisia Sambo pour Sud FM. Parlons toujours environnement avec la célébration hier de la zone de la journée dédiée aux zones humides. Des activités ont été organisées donc en lien avec le thème retenu cette année, l'eau, la biodiversité et la vie. C'est le thème de cette édition. Des acteurs ont mené une opération zéro déchet sur le littoral à Mbour, notamment à Joal, pour la protection de l'environnement. Le ministre du Pétrole, Sophie Gladima Sibi, qui a participé à l'événement, se félicite de l'engagement des jeunes. Elle réagit au micro de Moussa Fassal. Aujourd'hui, on célèbre la journée des zones humides. Journée des zones humides, le thème cette année, c'est l'eau, la biodiversité et la vie. Effectivement, nous savons quel est l'intérêt de ces zones humides et je remercie le ministère de l'Environnement qui, à travers ses agents, notamment les agents des parcs nationaux, les agents des eaux et forêts, qui se sont mobilisés pour accompagner aujourd'hui l'Océanium avec qui je travaille par rapport à la protection de l'environnement, mais également aussi pour la formation des jeunes. Nous avons la chance d'avoir trouvé du pétrole et du gaz dans les environnants, dans les zones environnantes. C'est important que des jeunes qui sont de jeunes pêcheurs et des jeunes agriculteurs, parce que la commune de Joal-Fadiouth est essentiellement composée de pêcheurs et d'agriculteurs et d'anciens navigateurs qui sont à la retraite. Que nous puissions leur faire des formations parce que nous saurons que nous aurons besoin de leurs connaissances, mais également il faut qu'on les forme parce qu'aujourd'hui on ne le souhaite pas s'il y a un incident, que ces jeunes puissent avoir une formation en plongée sous-marine. Et donc c'est ce qui me lie avec l'Océanium et j'ai accepté de présider cette journée-là dans ce sens et également la création d'emplois autour de ces zones humides qui peuvent intéresser également les sociétés pétrolières. Oui, actuellement on travaille avec le ministère de la Jeunesse, que je remercie au passage, pour la formation de 50 jeunes qui seront recrutés pour être des volontaires de l'environnement de la commune de Joal-Fadiouth. Et donc avec le ministère, on va signer un partenariat avec des sociétés pétrolières qui veulent les accompagner pour la protection. Parce que quand vous regardez aujourd'hui ces zones-là, elles sont très polluées. Donc étant polluées, il faut vraiment, le président a dit, zéro déchet. Zéro déchet, c'est aussi bien sur la terre ferme, mais également sur le littoral. Et donc comme notre littoral est menacé, parce qu'avec ces déchets, la mangrove est menacée, on s'est dit, on profite de cette journée pour faire le lancement. La formation commence la semaine prochaine. Donc on a une cohorte de 50 jeunes qui vont former d'autres jeunes. Et donc périodiquement, on pense que mensuellement, on devrait pouvoir venir prendre les déchets, mais également récupérer tout ce qui est plastique pour amener vers les usines qui aujourd'hui au Sénégal font le traitement pour en faire de l'énergie.
Midi avec Moustapha Sall. Parlons du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal qui dénonce les lenteurs notées et dans la prise de rendez-vous pour l'obtention du contrôle, pour le contrôle technique des véhicules. Le syndicat déplore par la même occasion les conditions au niveau du centre de contrôle de voitures. Modou Ndiaye et ses camarades réclament l'élargissement de ce centre et donc l'ouverture dans d'autres zones du pays pour faciliter le contrôle technique au Sénégal. Iliman Diouf, secrétaire général de la CSA, a assisté à la rencontre du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi. Il nous explique au micro de Birama Ndiaye. Il y avait aussi dans la plateforme de leur marche les difficultés rencontrées dans le cadre du centre de visite technique. Vous savez que le centre de visite technique est pratiquement le seul qui marche actuellement. Et avec la pandémie de la Covid-19, aujourd'hui, il y a des lenteurs notées qui font qu'il y a des queues pour prendre la visite technique. Ce qui est dénoncé là-bas, c'est ces lenteurs dans la prise des rendez-vous. Ça aussi, ça fait partie des doléances que les chauffeurs ont posées pour qu'on puisse élargir le centre d'appel pour qu'ils puissent prendre tout le monde en même temps et pouvoir un peu satisfaire les demandes des gens. Parce qu'en dehors de ces appels-là qui coûtent très cher, il y a aussi les frais liés à la visite technique, les timbres, les frais de rendez-vous, etc. La discrimination qui est observée pour les véhicules de transport en commun qui, du fait qu'ils ont les visites techniques tous les 6 mois, ils n'ont pas la même chance que les véhicules particuliers. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont noté, c'est qu'il y a un renvoi donc des visites techniques pour les particuliers et pour eux, c'est maintenu toujours à tous les 6 mois. Donc, ce qui fait qu'il y a une insécurité totale, il y a un regroupement très fort au niveau du centre de visite technique qui non seulement crée de l'insécurité sur les voies publiques, mais en même temps crée un rassemblement qui est contraire à tout ce qui est édicté pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Donc ce qui est réclamé par les conducteurs de taxi, c'est qu'on harmonise aujourd'hui la prolongation des visites techniques pour toutes les structures, étant donné que chaque chauffeur est responsable. Quand son véhicule n'est pas en bon état, il est obligé de le réparer pour faire son travail correctement. À défaut, il est sûr qu'il ne pourra pas. Et il réclame aussi la création d'un autre centre de visite technique pour les véhicules de transport en commun qui permettrait en tout cas de désengorger ce centre de visite technique qui est localisé à Dakar et dans une zone très difficile qui est au niveau de Anne. Programme de retrait des enfants de la rue, la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal dénonce un acharnement, accuse l'État. Face à la presse hier, ces maîtres coraniques avertissent l'État et demandent à tous les maîtres coraniques de se tenir prêts pour dérouler un plan d'action. Adama Seck est le secrétaire général de la Fédération, propos recueillis par El Hadj Moussa Thiam. À l'endroit du chef de l'État, le président Macky Sall, pour lui faire savoir que tous les maîtres coraniques du Sénégal actuellement sont fâchés de ce qui se passe actuellement. On peut même dire que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'enseignement coranique au Sénégal, qui est l'acharnement avéré de la part de l'État à l'endroit des Serigne Dara, mais surtout à l'endroit des talibés de Dara. C'est la raison pour laquelle nous lançons un avertissement pour prendre toutes les responsabilités de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer à l'avenir. Si toutefois on constate que les Dara sont toujours acharnés et qu'on ne les a pas laissés de faire leur travail librement, en tout cas la décision émanant du comité directeur est de statuer ce qui se passe actuellement et prendre la décision idoine pour faire face à cet acharnement. Et cet acharnement est piloté par la direction de la protection de l'enfance, avec l'appui des CDPE. Et on a constaté dans beaucoup de départements du Sénégal, les talibés sont les cibles de ce comité. Parce que leur programme s'appelle Programme Zéro Enfant dans la rue. C'est ce qu'ils prétendent. Mais le constat fait par le comité directeur, c'est zéro talibé dans la rue. Parce que le programme cible principalement les talibés. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit du chef de l'État que nous saisissons directement pour qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe actuellement. Et en deuxième lieu, tous les maîtres coraniques sont demandés de se préparer
éventuellement pour un ordre que la Fédération nationale des associations des écoles coraniques va donner très bientôt, Inch'Allah, dans un plan d'action. Nous ferons face à cette situation. En tout cas, nous lançons tous les maîtres coraniques d'être prêts et d'être à l'écoute également de leurs responsables. Des propos recueillis par El Hadj Moussa Thiam. Boubacar Seye fait face au doyen des juges. Tout à l'heure, à 11h, le président de Horizon Sans Frontières au pavillon spécial depuis ce week-end pour raison de santé. Ses avocats espèrent ainsi obtenir la liberté provisoire ou de son état de santé. Les propos du chef de l'État valident la sortie de Boubacar Seye sur la gestion des fonds de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Maître Moussa Sarr, l'un des conseils de Boubacar Seye, s'explique au micro de Birama Ndiaye. Je confirme qu'il doit être entendu sur le fond à partir de 10h. C'est déjà fait depuis le vendredi. À la suite de ma visite au Cap Manuel où je l'ai trouvé dans une situation extrêmement difficile sur le plan sanitaire, à mon retour du Cap Manuel avec les autres confrères du pool, nous avons immédiatement déposé une demande de mise en liberté provisoire depuis le vendredi passé à 13h. On a fait ce qu'on doit faire. Maintenant, il appartient aux magistrats, aux doyens des juges d'apprécier souverainement notre demande après avoir recueilli les avis du parquet. Donc, je ne saurais dire au moment où je vous parle dans quel sens ira le doyen des juges. Je ne saurais le dire. Mais j'espère que notre client va recouvrer la liberté vu son état de santé, outre le fait que nous estimons qu'il n'a commis aucune infraction. D'ailleurs, la sortie du chef de l'État a validé et confirmé le bien fondé, l'opportunité et la pertinence de son interpellation. Maître Moussa Sarr avec Birama Ndiaye. Aminata Lô, ancienne ministre libérale, jugée également en flagrant délit ce mercredi, arrêtée depuis vendredi par la gendarmerie de Ouakam, placée sous mandat de dépôt. Elle est poursuivie pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, violation du couvre-feu et usurpation de fonctions. Précisons que son frère sera également jugé ce matin pour violation du couvre-feu et conduite sans permis. 400 kg de chanvre indien saisis par la brigade mobile des douanes de Nioro, c'est dans la région de Kaolack. Cette prouesse est réussie à la suite d'une filature dans la forêt de Paoskoto à Ouachao. Le trafic de drogue prend des proportions inquiétantes dans le centre du pays. Après un cumul de plus de 7 tonnes de chanvre indien saisi et déclaré par la direction des douanes centre pour l'année 2020, la brigade mobile des douanes de Nioro vient de mettre la main sur 400 kg de chanvre indien dans la forêt de Paoskoto. Le produit illicite était transporté par des marcheurs dans 8 colis. Ces derniers, ayant senti la présence des douaniers qui les ont pris en filature à la suite d'une information reçue, ont jeté tout simplement la marchandise par terre et ont pris la tangente, aidés en cela par la forêt dense. Sous-lieutenant Clédor Diop, chef de la brigade mobile des douanes de Nioro. C'est suite à une information qu'on a reçue que nous nous sommes déportés directement dans la forêt de Paoskoto pour voir de quoi il s'agissait. Arrivé sur les lieux, on a repéré les traces d'individus qui faisaient mouvement à l'intérieur de la forêt. Automatiquement, nous nous sommes précipités pour essayer de les rattraper avant qu'ils ne s'échappent. On les a pris en filature. Ayant senti que nous venons vers eux, ils se sont mis à s'enfuir. On a eu du mal en tout cas à aller voir à cause de la forêt, un peu dense quand même. Ayant senti aussi notre détermination à vouloir les rattraper, ils ont préféré abandonner la marchandise et ont pris la fuite. Il s'agissait en fait de 8 colis de chanvre indien de type gris, dont le poids est de 400 kg et la valeur marchande sur le marché illicite est de 32 millions de francs CFA. Cette quantité importante de chanvre indien saisie sera acheminée à Kaolack pour être remise à qui de droit. Cependant, le chef de la brigade mobile des douanes de Nioro lance encore un appel à l'endroit des populations pour plus de collaboration, car c'est ainsi seulement qu'on pourra venir à bout de la criminalité transfrontalière. Kaolack pour Sud FM, à Ouachao. À Ouachao, la délégation de la plateforme locale des fournisseurs de l'industrie minière de Kédougou poursuit ses échanges à Ouagadougou avec la Chambre des mines du Burkina Faso et les représentants de plusieurs autres structures. Ces membres se sont réunis à l'évidence, se sont rendus à l'évidence que beaucoup d'efforts doivent encore être fournis par la Chambre des mines du Sénégal pour accompagner les PME. Boubacar Tomba. La Chambre des mines du Burkina Faso a accueilli la délégation de la plateforme locale des fournisseurs de l'industrie minière de Kédougou ce mardi. Les membres de l'institution ont mis en relief sa stratégie de promotion du contenu local. Abou Ndiaye, le secrétaire général de Plafomine, regrette que la Chambre des mines du Sénégal soit à des années-lumière de faire autant. Nous avons assisté effectivement à des échanges qui ont été très fructueux dans tous les domaines.
notamment au niveau effectivement du plaidoyer, mais aussi de la projection par rapport effectivement aux différents sujets, aux différentes thématiques. Ce qui nous a un peu surpris quand on a essayé de faire l'analogie avec le mode de fonctionnement, le processus, le canevas de travail effectivement de la Chambre des mines du Sénégal, nous nous sommes rendus compte que au niveau du Sénégal, il y avait beaucoup d'insuffisances dans la fonctionnalité, mais aussi dans l'approche, mais aussi dans le partenariat avec les structures privées. Je veux parler de l'association des fournisseurs et bien d'autres structures. Avec le Burkina, nous avons constaté qu'il y avait une relation privilégiée effectivement entre les différentes institutions qui, de leur point de vue, sont des forces de proposition. Je dirais contrairement au Sénégal où apparemment avoir effectivement même une rencontre parfois avec la Chambre des mines devient un mur à béton. Le Burkina, de mon point de vue, constitue quand même la locomotive en termes effectivement de procédure, mais aussi en termes de plaidoyer, du contenu local. Au Sénégal, il y a quelque chose qui a été fait quand même. On n'est pas des nihilistes, mais il faut véritablement que les gens effectivement multiplient les stratégies et que la Chambre puisse être une maison de verre aussi. IAM Gold SACAN a aussi présenté sa stratégie en matière d'achats locaux. Ce mercredi, place sera faite à une importante rencontre avec des membres de la Chambre de commerce du Burkina Faso. Boubacar Tamba Ouagadougou, Sud FM. Boubacar Tamba, merci beaucoup et cet élément met fin à cette seconde édition.